Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un chef spirituel, Abdelkader. Il s'est battu durant une quinzaine d'années contre la colonisation de l'Algérie par les Français. Le chef arabe a su au fil du temps gagner le respect de ses adversaires, jusqu'à jouer un rôle crucial lors des émeutes antichrétiennes à Damas des années plus tard. Vous voulez en savoir plus sur le combat d'Abdelkader? Venez avec moi. Il fut le meilleur ennemi de la France. Abdelkader lutte pendant 15 ans contre l'occupation française en Algérie. Chef de guerre arabe, leader spirituel, père de la nation algérienne, il fut autant redouté qu'admiré des Français et inspira Victor Hugo et Arthur Rimbaud. Acteur de la paix religieuse et de la réconciliation, il sauve aussi des milliers de chrétiens d'Orient du lynchage. Abdelkader naît en 1808 près de Manskara, dans la province d'Oran, alors sous domination ottomane. Il est issu de la noblesse religieuse soufie d'une lignée qui se revendique du prophète Mahomet. Après la conquête d'Alger par les Français en 1830, il rejoint la rébellion qui s'organise. Orateur charismatique, il est désigné par les tribus comme émir des croyants. Sa stratégie va être basée sur une guerre de harcèlement. Il dira « Je vais être une épine dans votre pied » en parlant de cette puissance coloniale française qu'il découvre au fur et à mesure. Il s'agissait pour l'émir d'unir des tribus, de langues différentes autour d'un seul idéal, celui du combat face aux conquérants étrangers. La population de l'Algérie est estimée à 3 millions d'habitants, essentiellement regroupés au sein de tribus de cultivateurs et de pasteurs. Son père donne à son fils une éducation remarquable en matière de religion, tout en faisant de lui un excellent cavalier et un combattant hors pair. Il étudie de même à Arzouën et Oran la langue et la littérature arabe, les mathématiques, l'astronomie, l'histoire et la philosophie. En 1826, il part avec son père en pèlerinage à la Mecque, puis découvre l'Égypte. Ces pérégrinations renforcent le jeune Abdelkader dans son appartenance au monde arabe. La chute d'Alger en 1830, puis celle d'Oran, mettent fin à la domination de l'Empire ottoman. Permet à Abdelkader de rentrer dans l'histoire lorsque les tribus de la région de Manskara viennent fin 1832 proposer le titre de sultan à son père, qu'il décline, en faveur de son fils qui reçoit le serment des tribus. Abdelkader proclame la première guerre sainte contre l'ennemi français. À 20 ans, Abdelkader est devenu émir à la tête de la résistance algérienne, qui s'avère rapidement un adversaire redoutable pour les Français, qui ont mis pied en Algérie et opèrent donc la conquête. Une première tentative d'entente a lieu en février 1834, c'est le traité de Demichel. Mais c'est un échec, si Abdelkader remporte une victoire en juin 1835 à Manta. Il subit le revers à Sikatk. Un an plus tard, en juillet 1836, en mai 1837, le traité de Tafna, négocié par Bugeaud, lui reconnaît le contrôle de l'ouest et du centre de l'Algérie. Mais c'est une paix bien fragile. Si du côté d'Abdelkader, on supporte mal l'idée de vassalité auquel il est réduit, les Français, en la personne du gouverneur, le maréchal Vallée, interprètent à leur manière le traité et s'autorisent à traverser les territoires dirigés par l'émir, qui reprend alors les combats. Néanmoins, Abdelkader n'avait de cesse de vouloir en chasser les Français. Dans ce but, il demandait et obtient l'appui du sultan du Maroc le 5 mai 1839, ainsi que la concession du territoire situé entre Oujda et Tafna. Il avait levé une véritable armée, et en novembre 1839, appuyé par le sultan du Maroc, Abd al-Rahman, il déclare la guerre à la France à la suite du franchissement des Bibam par l'armée française. En réaction, les Français entreprend alors le véritable conquête systématique du pays, dont la monarchie de Juillet fait un motif de fierté nationale et d'héroïsme militaire. Cette conquête fut l'œuvre du maréchal Bugeaud de la Piconnerie, nommé gouverneur en 1840. La même année, Bugeaud est nommé gouverneur général de l'Algérie. Sous son impulsion, les effectifs de l'armée augmentent considérablement, passant de 60 000 en 1840 à 107 000 en 1847. La guerre est sans merci, campagne ininterrompue, marche forcée, postes fortifiés sont multipliés, les troupes de l'émir doivent être traquées. À partir de 1841, des colonnes parties de Monskaman, de Médéa et d'Oran enlèvent les principaux centres détenus par Abdelkader, comme sa capitale Manskara ou le district de Saïda. Abdelkader conserve la mainmise sur les hauts plateaux.
En mai 1843, c'est la célèbre prise de la Smala d'Abdelkader, sa suite, sa ville volante, par les troupes dirigées par le duc d'Aumale, l'un des fils de Louis-Philippe. Abdelkader parvient à s'enfuir et gagne le Maroc pour continuer son combat. Mais la défaite infligée par Burgo aux troupes du sultan Moulay Ad-Rahman à la bataille d'Isli, près de la frontière marocaine, rend sa retraite peu sûre. Il réussit pourtant, dès l'automne 1845 au printemps 1846, une série de raids en territoire algérien qui le mènent aux portes d'Alger. Le souverain marocain, inquiet de la popularité d'Abdelkader parmi ses sujets, et cède aux menaces de la diplomatie française, lance ses troupes contre lui. Abdelkader choisit de se rendre aux Français. Il mène des raids, des actions de guérilla et remporte plusieurs victoires face à une armée plus importante et mieux équipée. Contraint de cesser la lutte contre les troupes françaises, Abdelkader rend les armes en décembre 1847. Lui et ses compagnons connaissent alors, contrairement à la promesse faite par le général Lamoricière, celle de l'exil à Saint-Jean d'Acre ou à Alexandrie, 4 années d'emprisonnement qui les mènent de Toulon au château d'Amboise. 4 années de pérégrination forcées par la conjoncture politique en France, qui voit coup sur coup la chute de la monarchie de Juillet, l'avènement de la Seconde République et le coup d'État de 1851. La vie politique instable de la France ne permet pas de régler le sort des prisonniers algériens. Comble de l'ironie, c'est le même Lamoricière, qui, devenu ministre de la guerre en juillet 1848, qui ordonne le transfert à Amboise de l'émir résistant. Le chemin qui le mène du désert algérien à Amboise prit une dizaine de mois, du 25 décembre 1847 au 8 novembre 1848, 10 mois de transfert incessants qui contribuent à façonner la popularité de l'émir toujours digne et résigné auprès des populations locales. Les années de détention à Amboise s'avèrent être à la fois les plus difficiles, les plus longues, mais les plus enrichissantes. Le progrès de l'Indre du 10 novembre 1848 raconte l'arrivée d'Abdelkader et de sa suite. Abdelkader est arrivé à Amboise à 11h30 du soir. Les Arabes ont débarqué sur la grève, près du pont. Ils se sont assis en rond, les jambes croisées à la manière de leur pays. Les voitures qui attendaient sur le quai ont immédiatement conduit l'émir et sa suite au château. Malgré l'heure avancée, une grande partie de la population assistait à ce spectacle. C'est sous l'autorité bienveillante du capitaine Boissonnet que les prisonniers furent placés. Ce dernier fait tout ce qui est en son pouvoir pour permettre à ses hôtes de vivre tant bien que mal en respect avec leurs coutumes, tout en essayant de se plier aux exigences des Français. Dans sa suite, l'émir avait pour l'accompagner son épouse légitime et sa mère. La captivité fut mal vécue par nombreux des compagnons, hommes, femmes et enfants, et nombreux tombent malades et meurent. L'émir consacrait ses journées à l'étude, à la prière et à la méditation, mais il fallut attendre le printemps 1851 pour que le gouvernement accepte des sorties en dehors de l'enceinte du château. La soumission, le courage et la force qui caractérisent Abdelkader lors de son exil en France forcent le respect de nombreux Français. Même ses plus farouches opposants reconnurent en lui un grand homme. Ainsi le général Domas dit de lui: « Vous avez connu Abdelkader dans la prospérité, alors que pour ainsi dire l'Algérie tout entière reconnaissait ses lois. Eh bien, vous le trouvez plus grand, plus étonnant encore dans l'adversité. Comme toujours du reste, il domine la position. Doux, simple, affectueux, modeste, résigné. » C'est le 16 octobre 1852 que Napoléon III met fin lors du voyage en Touraine aux 4 années de captivité. Commence alors pour l'émir une période de mondanité en France, à Paris, à Saint-Cloud. Curieux, il veut tout voir, tout savoir. Il quitte la France le 21 décembre 1852. Il est à Constantinople le 7 janvier 1853. Il s'établit à Brousse, en Asie mineure. Il revient en France en 1855. Napoléon III l'autorise alors à s'installer à Damas, en Syrie, et bénéficie d'une pension du gouvernement. Il voue sa vie à l'écriture et à la médiation tout en entretenant une vaste correspondance avec l'étranger. Le massacre des chrétiens de Syrie en juillet 1860 le replace au devant de la scène. Il sauve en effet, à la tête d'une troupe de guerriers algériens, des milliers de personnes qu'il arrache aux émeutiers et place sous sa protection. Il revient encore en France en 1865 et est présent en 1869 lors de l'inauguration du canal de Suez. Après 1867, l'émir reste un témoin silencieux de la chute de l'Empire. Il meurt le 26 mai 1883 dans sa ferme de Doubmar en Syrie. Il est enterré alors à Damas. Depuis 1964, ses cendres reposent à Alger.
Comme on l'a vu, de son élection à la tête de la résistance algérienne à sa mort à Damas en 1883, la vie de l'émir se rallie à la France pour ses luttes contre la colonisation, mais aussi dans les révoltes contre les chrétiens. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.